Il me restait 48 heures. 48 heures avant la présentation la plus importante de ma jeune carrière. En face, les meilleures agences du pays, qui faisaient venir des renforts de leur bureau à l'étranger. Le client, un géant de télécom, en était en finale. Et notre directeur de création n'avait plus rien, épuisé, à sec. Une semaine de brainstorming collectif, un tableau couvert d'idées correctes, et pas une seule qui tenait debout. Ce soir-là, je l'ai raccompagné chez lui. En descendant de la voiture, il m'a dit qu'une phrase. « Je compte sur toi ». Moi, cette nuit-là, je n'avais pas d'intelligence artificielle. Je n'avais rien. Juste une nuit devant moi et une idée à trouver. Vous, aujourd'hui, vous avez une machine qui répond à tout, sur n'importe quel sujet, en 3 secondes. Et vous êtes exactement au même endroit que moi cette nuit-là, devant un écran, sans idée. Je vous dirai comment cette nuit s'est terminée. Mais avant, il faut qu'on regarde ce qui se passe vraiment quand vous demandez des idées à une machine. Vous avez ouvert un de ces outils d'intelligence artificielle et vous lui avez demandé des idées. 3 secondes plus tard, vous aviez une liste, 10 propositions propres, bien formulées, numérotées. Vous les avez lues et vers la 5e, vous avez ressenti ce petit ennui poli. Tout est correct, rien n'est neuf. Ces 10 idées, tout le monde les a déjà eues. Alors vous avez peut-être conclu une de ces 2 choses que tout le monde conclut. Soit l'IA n'est pas créative, soit vous ne savez pas vous en servir. Je vais vous rassurer tout de suite, ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas un problème d'outils, vous n'avez pas un problème de talent, vous avez un problème de méthode. Je m'appelle Anis, je produis des publicités avec l'intelligence artificielle pour de vrais clients et je brainstorm avec ces machines tous les jours. Voilà ma conviction, je vous la donne d'entrée. L'IA est le meilleur partenaire de brainstorming qu'on ait jamais mis à votre disposition. À une condition, savoir ce qu'on fait. Et ça mérite mieux qu'une astuce. Alors voilà ce qu'on va faire ensemble en 2 temps. D'abord la pensée, d'où vient le brainstorming ? Pourquoi il marche mal en groupe et comment les grands créatifs ont toujours provoqué leurs idées bien avant les machines. Ensuite, la pratique, méthodiquement. Comment décomposer un brief, comment comprendre un client en profondeur, comment prompter et comment transformer tout ça en un workflow d'idéation qui s'améliore tout seul, séance après séance. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas une astuce, vous aurez un système. Un mot encore. À la fin de ma vidéo précédente, je vous ai laissé choisir le sujet suivant, le brief ou le goût. J'ai tranché le brief d'abord, parce que tout commence là. Et vous allez voir qu'il nous emmène beaucoup plus loin qu'une histoire de prompt. Commençons par regarder le problème en face. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que le brainstorming collectif était massivement surestimé. Une réunion d'idées entre les gens qui n'ont pas eu le temps de penser seuls, ce n'est pas une réunion d'idées, c'est un partage d'ignorance. Retenez cette expression, la science va nous donner raison dans un instant. Et la machine alors ? Elle a tout lu, elle ne fatigue jamais, elle ne juge personne. Le partenaire parfait, non ? Voilà ce que j'ai observé. La machine ne change rien à cette loi, elle l'aggrave. Un humain qui n'a rien à dire finit par se taire. La machine, jamais. Vous arrivez les mains vides, elle répond quand même, avec aplomb en 3 secondes. Et comme vous ne lui avez rien donné, elle vous donne ce qu'elle a, la moyenne de tout ce qu'elle a lu. La moyenne de tout, ça porte un nom, le générique. L'image que j'utilise toujours, l'IA est un stagiaire brillant qui a tout lu et qui ne pose jamais de questions. Donnez un brief flou à un humain et il fronce les sourcils. La machine, jamais. Elle exécute le flou avec assurance. Je sais de quoi je parle, j'ai commencé exactement comme ça. Fin 2022, j'étais directeur marketing et communication d'une ESN, une société de services informatiques. Le directeur général m'avait confié une mission particulière, son personal branding. Concrètement, je faisais du ghostwriting. J'écrivais à sa place sur LinkedIn notamment. Et c'est l'exercice le plus difficile que je connaisse. Parler au nom d'une marque, tout le monde trouve ça normal. Parler au nom d'une personne, avec ses mots, ses convictions, son visage sur la photo, c'est autre chose. L'ego ne se laisse pas faire. C'est exactement à ce moment-là que j'ai découvert ChatGPT et mes premiers essais ont été mauvais, vraiment mauvais. 2 choses m'ont sidéré. La vitesse d'abord, une réponse sur n'importe quel sujet en quelques secondes. Le syndrome du beau menteur ensuite, cette assurance tranquille à dire des choses fausses. Et surtout, les textes étaient génériques comme des barres d'immeubles soviétiques, alignés, corrects, interchangeables, impossible d'y reconnaître mon directeur général. Retenez ce moment.
Je vous raconterai à la fin de cette vidéo ce qui a fini par tout débloquer. Et je vous préviens tout de suite, ce n'était pas un meilleur outil. Une précision importante, c'était ChatGPT en version gratuite, aucune mémoire, aucune instruction personnalisée, exactement l'endroit où tout le monde a commencé. D'ailleurs, racontez-moi votre premier brainstorming avec une IA. Qu'est-ce que vous lui avez demandé, mot par mot? Qu'est-ce qu'elle vous a rendu? Écrivez-le en commentaire, je lis absolument tout. Et vos exemples m'intéressent sincèrement. Alors, comment on fait mieux? Avant de construire, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut remonter à l'origine du mot lui-même. Parce que le brainstorming a un inventeur, une date de naissance, et vous allez voir, un casier judiciaire scientifique. Le mot brainstorming n'a pas été inventé par un coach de développement personnel. Il a été inventé par un publicitaire, Alex Osborne, cofondateur de BBDO, une des plus grandes agences de publicité du monde. Le O de BBDO, c'est lui. Dans son agence, Osborne met au point des séances d'idées collectives. Et en 1953, il publie le livre qui rend la méthode mondialement célèbre, Applied Imagination. L'image qu'il a en tête est militaire, prendre le problème d'assaut. Osborne pose 4 règles. Écoutez-les bien parce que 70 ans plus tard, elles n'ont pas bougé. 1. Aucune critique pendant la récolte. Le jugement viendra plus tard. 2. Les idées folles sont les bienvenues. Plus c'est sauvage, mieux c'est. 3. La quantité d'abord. Plus il y a d'idées, plus il y a de chances qu'il y ait une bonne. 4. On combine et on améliore. Chaque idée peut en nourrir une autre. Ces 4 règles sont saines. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en 1958, 3 chercheurs de Yale, Taylor, Berry et Bloch, ont eu l'idée de tester scientifiquement la méthode. Ils prennent 96 étudiants, une partie brainstorm en groupe de 4 selon les règles d'Osborne, les autres travaillent seuls, chacun dans son coin. On additionne ensuite leurs idées 4 par 4, ce que les chercheurs appellent les groupes nominaux. Même temps, même problème, même règle. Résultat, les gens seuls, mis bout à bout, produisent environ 2 fois plus d'idées que les groupes réels. Et ce n'est pas un accident de laboratoire, cette expérience a été refaite des dizaines de fois depuis, et le résultat tient toujours. C'est un des résultats les plus solides de toute la recherche sur la créativité. En groupe, on attend son tour, on s'autocensure, on converge vers ce qui ne dérange personne. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous comprenez pourquoi ça ne m'a pas surpris. Je n'avais pas besoin d'une étude pour le savoir, je l'avais vécu. Vous vous souvenez de ma nuit avant la présentation, celle par laquelle j'ai commencé cette vidéo? Voilà comment elle s'est terminée. Je l'ai déposée, je suis allé au premier bar boire des bières comme si ça allait provoquer ma créativité. Ça n'a rien provoqué du tout. Je suis rentré, j'ai mis mon réveil à 4 heures du matin pour réfléchir au frais. Le réveil a sonné, je ne me suis pas levé. À 9 heures, je conduisais vers l'agence en espérant que la route ne se termine jamais. Et là, sans prévenir, une scène de cinéma m'est revenue. Delicatessen, le film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Dans un immeuble, les bruits de chaque appartement, les ressorts d'un lit, un tapis combat, une pompe à vélo, se synchronisent peu à peu et finissent par former une mélodie. Et là, le concept était là. L'hymne de la classe travailleuse. J'arrive en agence, je n'ai même pas le temps de poser mes affaires, le directeur de création m'appelle. « T'as une idée ?» Je lui ai dit « J'ai un concept et une référence. » Je lui ai raconté tout, je lui ai montré la scène, il me répond « D'accord, mais c'est toi qui pitcheras. Je ne saurais pas le faire à ta place. » C'est comme ça, je suis passé d'un concepteur-rédacteur à un directeur de création. Ce qu'une semaine de brainstorming collectif n'avait pas produit, je l'ai trouvé seul dans un moment de solitude extrême, au volant, sans même le chercher. Alors, quand j'ai lu l'étude de Yale, je n'ai pas été surpris. J'ai juste eu un an à poser sur ce que j'avais vécu. Les idées naissent seules, mais voilà où le paradoxe devient intéressant. Elles ont besoin d'être frottées à quelque chose pour grandir. Seules, on manque de répondants. En groupe, on s'éteint. Pendant des décennies, il a fallu choisir entre les deux. Et puis, une machine est arrivée. Une machine qui permet pour la première fois dans l'histoire de brainstormer seul avec un répondant. Toute la solitude, tout le rebond. Aucune attente, aucune autocensure,
aucun regard des autres. C'est pour ça que je vous ai dit en ouverture que l'IA était le meilleur partenaire de brainstorming jamais mis à votre disposition. Elle réconcilie Osborne et Yale. Les 4 règles restent, le groupe non. Je me permets une courte parenthèse, cette chaîne est toute jeune et je passe beaucoup de temps à construire chaque vidéo, à vérifier chaque source. L'étude de Yale, comme tout le reste. Si ce voyage dans l'histoire du brainstorming vous apprend quelque chose, vous abonnez et activez la cloche, c'est ce qui m'encourage le plus à continuer à ce niveau d'exigence. Merci, on referme la parenthèse. Il nous reste un dernier trésor à récupérer chez les anciens. L'art de la provocation. Il y a une fausse idée qui traîne partout. Les créatifs attendraient l'inspiration. La vérité, c'est l'inverse. Les grands créatifs n'attendent rien. Ils se sont tous construits des dispositifs pour provoquer leurs idées, pour se déloger d'eux-mêmes. Je vous en montre 3 et vous allez voir qu'ils préparent directement notre méthode. Premier dispositif, l'absurdité volontaire. Édouard de Bonneau, médecin et psychologue, l'inventeur de ce qu'on appelle la pensée latérale, a carrément inventé un mot pour ça. Pot. P-O. Pot comme provocation. Un mot qu'on pose devant une phrase absurde pour dire « je sais que c'est absurde, je le dis quand même, suivons-la et voyons où elle mène ». Son exemple le plus célèbre, Pot, l'usine est en aval d'elle-même. Ça ne veut rien dire, une usine ne peut pas être en aval d'elle-même. Sauf que si vous suivez l'absurdité, vous arrivez à une idée parfaitement réelle. Obliger l'usine à pomper son eau en aval de son propre rejet. Si elle pollue, elle boit sa propre pollution. Elle a donc intérêt à rejeter de l'eau propre. Une absurdité vient de produire une politique environnementale. La provocation n'est pas une idée, c'est un déplacement. Elle fait dérailler le train de pensée pour qu'il explore une voie qu'il n'aurait jamais prise tout seul. Deuxième dispositif, le hasard imposé. En 1975, le musicien Brian Eno et le peintre Peter Schmidt publient un jeu de cartes étrange, les stratégies obliques. Sur chaque carte, une consigne déroutante comme « honore ton erreur » comme une intention cachée. Le principe, quand on est bloqué en studio, on tire une carte et on l'obéit, même si la consigne paraît absurde. Ces cartes sont devenues légendaires parce qu'Eno les a utilisées en enregistrant avec David Bowie les albums de sa période berlinoise, dans Low et Heroes. Un des plus grands artistes du XXe siècle, au sommet de son art, s'en remettait à des cartes pour se déloger de ses propres habitudes. Retenez ça la prochaine fois qu'on vous dira que les créatifs n'ont pas besoin de méthode. Troisième dispositif, la contrainte volontaire. En 1969, Georges Perec écrit La Disparition, un roman de 300 pages sans utiliser une seule fois la lettre E. La lettre la plus fréquente du français absente d'un livre entier. Et ce n'est pas un gadget, c'est un des romans les plus virtuoses de la littérature française. La contrainte ne rétrécit pas la créativité, elle la concentre. L'absurdité, le hasard, la contrainte. 3 familles de provocations, toutes antérieures à l'IA. Voilà le patrimoine. Ce sont exactement les 3 dont je me sers en séance. Vous allez les voir à l'œuvre tout à l'heure. Et voilà ce qui manque à vos brainstorms avec la machine. Par défaut, elle reste sur les rails. Ces 3 leviers, on va les transformer en formulations précises dans quelques minutes. Fin de la première partie. Vous savez maintenant d'où viennent les idées d'un cerveau seul avec un répondant qu'on provoque délibérément. Maintenant, on construit. Deuxième partie, la technique étape par étape. Et la première étape ne passe pas dans la machine, elle se passe sur une feuille de papier. Avant tout, je dois vous donner mon avis, et il n'engage que moi. Le prompt engineering, présenté comme une discipline mystérieuse avec ses formules et ses incantations, ça n'existe pas. Un prompt, c'est un brief. Et le brief, c'est un métier vieux de 100 ans. Les meilleurs conseils de prompt que je croise sont des conseils de brief déguisés. Je peux me tromper, mais après des milliers de productions, voilà où je suis. Si vous savez expliquer clairement ce que vous voulez à un être humain, vous savez déjà parler à une machine. Décomposer un brief, ça veut dire le passer au crible 3 fois. Premier crible, séparer le problème déclaré du problème réel.
Vous vous souvenez peut-être de l'histoire des ascenseurs racontée dans ma première vidéo. Des occupants qui se plaignent de l'attente, des miroirs posés à côté des portes et les plaintes qui disparaissent sans qu'on ait gagné une seule seconde. Accélérer les ascenseurs, c'était le problème déclaré. Rendre l'attente supportable, c'était le vrai. Les ingénieurs n'avaient pas échoué. Ils avaient parfaitement répondu à la mauvaise question. Apportez à la machine des problèmes déclarés, elle vous rendra des solutions brillantes aux mauvais problèmes, vite et avec le sourire. Deuxième crible, séparer les faits des opinions. Nos clients commandent en ligne et ont entre 30 et 40 ans, c'est un fait, ça se garde. On veut quelque chose de moderne et dynamique, c'est une opinion, ça se traduit. Moderne pour qui? Dynamique par rapport à quoi? Un brief plein d'adjectifs est un brief vide. Une fois le brief passé au crible, vous le reconstruisez en 5 questions. Notez-les, elles tiennent sur une page. 1. À qui je parle vraiment? Une personne, pas une cible. Un de mes clients a créé un jeu vidéo avec le personnage principal qui est personnalisable avec le doudou de l'enfant. Alors, ce n'est pas les parents de 28 ans à 48 ans. La cible, la vraie cible, c'est un parent qui cherche un cadeau d'anniversaire pour un enfant de 3 ans qui en a assez des jouets commandés en ligne, tous les mêmes, oubliés en 2 jours, et qui voudrait pour une fois offrir quelque chose dont on se souviendra. 2. Quel problème je résous vraiment? Le vrai, pas le déclaré. Au départ, ce produit se vendait sur sa rapidité, votre héros en quelques minutes. Sauf qu'un parent qui cherche un cadeau qui compte ne cherche pas de la vitesse, il cherche un moment. Le vrai problème n'est pas l'attente, c'est de trouver un cadeau dont l'enfant se souviendra. La promesse de rapidité a donc été retirée partout, et c'est le soin qui est devenu l'argument principal. Ce n'est pas une théorie, c'est une décision prise en réunion avec le client. Et elle a changé toutes les publicités qui ont suivi. 3. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse ou ressente après? Une seule chose, qu'il prenne la photo du doudou. C'est la première marche, la seule qui compte. Tout le reste viendra après. 4. Qu'est-ce qui me rend impossible à confondre? L'ADN. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un cadeau d'émotion. C'est fabriqué par des humains, aidés par l'IA, avec des étapes de vérification à la main. Et le avant, le vrai doudou usé, recousu, traîné partout, compte autant que le après. 5. Qu'est-ce que je refuse? Les interdits par écrit. Interdit de promettre un délai, par exemple, parce que c'est façonné à la main. Interdit de montrer un visage d'enfant identifiable. Interdit du vocabulaire de jeux vidéo, les niveaux, les joueurs, les personnages. Interdit des chiffres de preuves sociales qu'on ne peut pas vérifier. Et j'ajoute la contrainte que je vous ai annoncée, celle que chez moi vaut interdit, tout est produit en intelligence artificielle sans tournage. Donc une idée qui réclame un plateau, 10 figurants et un chien dressé, est déjà morte, aussi belle qu'elle soit. Ces interdits ne sont pas des caprices. Chacun vient d'une décision réelle et ils tiennent sur 5 lignes. Et c'est là que quelque chose devient intéressant. Une contrainte de production, ça ressemble à une punition. Vous vous souvenez de Perec et de son roman sans la lettre E? C'est exactement le même mécanisme. En interdisant le plateau et les figurants, je force la machine, je me force moi-même vers des idées que je n'aurais pas cherchées autrement. Le déclaré et le réel. Les faits et les opinions, le non-dit. Puis les 5 questions sur une page. Voilà ce que veut dire décomposer un brief. Et si vous ne retenez qu'une seule chose de cette étape, retenez la question 1. À qui je parle vraiment? Une personne, pas une cible. Tout le reste en découle. Étape suivante, la matière qui va remplir cette page, parce que ces réponses, on ne les invente pas, on va les chercher. Une de mes publicités préférées de l'histoire. En 1958, David Ogilvy récupère le budget Rolls-Royce. Il ne cherche pas une idée géniale, il passe 3 semaines à lire toute la documentation sur la voiture. Et il tombe sur une phrase du rédacteur technique d'un magazine automobile. Elle devient la manchette la plus célèbre de la publicité. À une centaine de kilomètres à l'heure, le bruit le plus fort dans cette nouvelle Rolls-Royce, c'est l'horloge électrique. Ogilvy ne l'a pas inventé, il l'a trouvé.
Un brief bien nourri contient déjà la moitié de la réponse. Comprendre un client, ça se fait en 4 gestes et aucun ne demande du talent, seulement du temps et de l'attention. Geste 1, lire le client, son site, ses réseaux, ses anciens contenus, ses plaquettes. Vous ne cherchez pas ce qu'il dit, vous cherchez comment il le dit, son vocabulaire, ses tics, ce qu'il met en avant et ce qu'il cache. C'est là que se trouve la voix. Geste 2, lire ses clients. C'est le geste le plus rentable et presque personne ne le fait. Les avis en ligne, les commentaires, les messages. En priorité, les avis 1 étoile et 5 étoiles, parce que c'est là que les gens parlent vraiment. Notez les phrases exactes mot pour mot. Ces verbatim sont de l'or. C'est le vrai problème exprimé par la vraie langue de la vraie personne. Je vous donne un cas concret. J'ai travaillé pour un client qui vendait des brosses à dents électriques, des jets dentaires. Ces appareils qui envoyaient un filet d'eau sous pression entre les dents, là où la brosse ne passe pas. Lui me présentait toujours le produit comme un dispositif quasi médical. Techniquement, il n'avait pas tort. Sauf qu'en fouillant dans les commentaires des acheteurs, je suis tombé sur toute autre chose. Des gens aux gencives sensibles qui racontaient que ça saignait davantage depuis qu'ils l'utilisaient. Le brief parlait de performance, les clients, eux, parlaient de peur. Et au milieu de ces commentaires, un utilisateur répondait aux autres. Il expliquait qu'il avait exactement le même problème et qu'il avait fini par comprendre. Il suffisait de baisser l'intensité du jet et de changer l'embout. Ce commentaire, c'était toute ma campagne. Je n'ai rien inventé. J'ai pris la réponse de ce client et j'en ai fait le message. Exactement comme Ogilvy avec son horloge électrique. La meilleure phrase de la campagne était déjà écrite par quelqu'un d'autre gratuitement, dans un endroit que personne ne lit généralement. Geste 3, lire le secteur, les concurrents, leurs pubs, leurs sites. Mais attention, pas pour s'inspirer, pour l'inverse. Chaque cliché qui revient chez tout le monde va directement dans votre liste d'interdits. Le secteur vous dicte votre question 5. Geste 4. Posez la question de perception. Quand j'ai commencé à construire mon studio, je ne me suis pas demandé comment faire de la pub avec l'IA. Je me suis demandé autre chose. Comment donner à une machine la perception d'une marque? Et cette question a tout défini. Parce que tout ce que vous venez de récolter, la voix, les verbatim, les interdits, c'est exactement ça la perception d'une marque. Une machine qui la possède arrête de produire la moyenne de tout. Elle produit cette marque-là. À la fin de ces 4 gestes, vous avez une fiche client d'une page. La voix, les verbatim clés, les clichés du secteur et l'ADN. Et si vous ne retenez qu'un geste sur les 4, retenez le deuxième. Lire les clients de votre client. 20 minutes d'avis, 1 étoile et 5 étoiles. Ça change un brief plus sûrement qu'une journée de réflexion. Posez-la à côté du brief décomposé. Ces 2 pages sont votre préparation au combat. Maintenant, on monte sur le ring. En 1992, un jeune boxeur inconnu arrive au camp d'entraînement de Mohamed Ali à Deer Lake en Pennsylvanie. Son travail, encaisser, servir de partenaire d'entraînement aux plus grands boxeurs du monde round après round pendant 3 ans. Ce jeune homme s'appelle Larry Holmes. 6 ans après, en 1978, il devient champion du monde des poids lourds. Le sparring partner est devenu champion. Un sparring bien mené n'est pas de la figuration. C'est l'endroit exact où l'on progresse. Voilà l'état d'esprit pour parler à la machine. D'abord, la structure du prompt d'idéation. 5 pièces, toujours les mêmes. Pièce 1, le rôle. Dites à la machine qui elle est. Tu es directeur de création, exigeant, allergique aux clichés. Ce n'est pas de la décoration. Vous choisissez le juge intérieur de la machine. Pièce 2, le contexte. Collez vos 2 pages, le brief décomposé et la fiche client. C'est la partie que tout le monde saute et c'est elle qui fait l'essentiel du résultat. Pièce 3, la tâche. Précise et bornée. Propose 30 idées de campagne pour qu'un parent envoie la photo du doudou de son enfant. Pièce 4, les interdits. Votre question 5, recopier. La machine respecte remarquablement bien ce qu'on lui interdit explicitement. Pièce 5, le format. Pour chaque idée, un titre, 3 lignes
et pourquoi c'est fidèle à l'ADN. Le format discipline la pensée. Ensuite, le combat lui-même. 3 règles. Règle 1, et c'est ma deuxième conviction personnelle de la vidéo. La première réponse d'une IA ne compte pas, ne compte jamais. Ce n'est pas un défaut de la machine, c'est la nature de l'exercice. La première réponse, c'est la moyenne, l'échauffement. Le brainstorming commence après. Règle 2, la quantité d'abord. 30 idées, pas 5. Les 10 premières sont celles que tout le monde a. C'est souvent dans le dernier tiers que quelque chose commence à apparaître précisément parce que la machine a épuisé les évidences. On prête à Linus Pauling, le seul homme de l'histoire à avoir reçu 2 prix Nobel non partagés, une phrase qui dit exactement ça. Le meilleur moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'avoir beaucoup d'idées. C'est la règle de la quantité d'Osborne, validée par un prix Nobel et servie par un partenaire infatigable. Règle 3, rebondir. Creuse la piste 7, marie la 3 et la 12. Refais-moi en 10 dans cette direction, plus radicale. Chaque relance est un round. Les Grecs avaient un nom pour cet art de faire naître les idées par les questions. La maïeutique, le métier de sage-femme appliqué aux esprits. Socrate ne donnait pas de réponse. Il posait des questions si précises qu'elles faisaient accoucher les idées des autres. Dans ce dialogue, le plus important des deux n'est pas celui qui répond, c'est celui qui questionne. Face à l'IA, Socrate, c'est vous. Et si vous ne retenez qu'une règle sur les 3, retenez la première. La première réponse ne compte pas. Tout ce qui vaut quelque chose arrive au round suivant. Un cas concret. Je travaillais pour un client qui avait conçu un jeu de société destiné aux salariés en difficulté. Mon intuition de départ, digitaliser une partie du jeu pour élargir sa clientèle et pour que son activité continue de tourner même quand lui n'est pas là. J'ai tout donné à la machine, son site, ses références, des documents sur le mal-être au travail, des textes de loi, même des livres de gamification dont Actionable Gamification de Yokai Chu. Elle avait le contexte, elle avait l'objectif. Première salve, des idées molles, comme d'habitude. Alors je l'ai fait travailler. Je lui ai demandé de critiquer ses propres propositions, puis les attaquer. Et là, je dois vous parler d'un réglage que peu de gens connaissent, la température. Dans les interfaces techniques, la température est un curseur. Plus il est bas, plus la machine reste sage et colle à l'instruction. Plus il est haut, plus elle prend des libertés. Dans un chat classique, ce curseur n'existe pas, mais vous pouvez obtenir un effet comparable avec des mots. Sors du cadre, sois créatif, surprends-moi, utilise la disruption. Ce ne sont pas des formules magiques et je ne vous dis pas que la phrase déplace le curseur. Je vous dis que ce sont des autorisations. Vous faites savoir à la machine que vous préférez le risque à la moyenne. Ensuite, j'ai sélectionné les meilleures pistes, je lui ai demandé de les combiner et d'en sortir the big idea, la grande idée. Et ça ne s'arrête jamais tout seul. On itère jusqu'à ce que le directeur dise stop. Le directeur, c'est vous. Résultat, on était parti d'une vidéo générée par IA qu'on déclenchait en scannant un QR code sur une carte de jeu. On est arrivé à un compagnon, un chatbot personnalisé qui accompagne le joueur dans la durée avec un abonnement semestriel. Le client est impressionné, l'utilisateur est accompagné et moi, je ne livre plus un fichier, j'ai une relation qui dure. Aucune de ces 3 choses n'était dans la première liste. Et quand le sparring est installé, vous sortez les provocations de la première partie traduites en formulations précises. L'absurdité de De Bono devient « Donne-moi les 10 pires idées possibles pour cette marque ». Puis on retourne chaque horreur. Qu'est-ce que son contraire nous apprend ? La contrainte de Pérec devient « Refais ses idées avec un budget de 0 € ». Sans jamais montrer le produit, comme si on était en 1925. Les cartes d'Eno deviennent « Croise ma marque avec un univers tiré au hasard. La boxe, les jardins japonais, les vieux westerns. » Et j'ajoute la mienne, la plus importante, l'attaque. Voici l'idée que je préfère,
démonte-la. Donne-moi les 5 raisons pour lesquelles elle ne marchera pas. Là, il faut que je vous dise quelque chose d'important sur ces machines. Elles sont entraînées à vous plaire. Par défaut, une IA trouve votre idée intéressante, prometteuse, pertinente. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la politique, c'est de la politesse, statistique. Donc soyez explicite. Interdiction d'être d'accord avec moi. Tu ne me flattes pas, tu cherches la faille. Un sparring partner qui vous laisse gagner ne vous prépare pas au combat, il vous prépare à la défaite. Maintenant la preuve. Je ne vais pas vous faire regarder un écran qui défile pendant 3 minutes, je vais vous lire ce qui sort des deux côtés et vous jugerez vous-même. À froid, dans le chat vierge du début, les 3 premières idées ressemblaient à ça. 1. L'unboxing magique. L'enfant ouvre la boîte, lumière dorée, musique douce. 2. L'avant-après. Le doudou usé d'un côté, l'illustration héroïque de l'autre. 3. L'alarme de la maman, en gros plan. Remplacer le doudou par un jouet, un livre ou une paire de chaussons. Les 3 idées tiennent encore debout. C'est exactement ça le problème. Et maintenant, la même demande, mais avec 2 pages, les interdits et la contrainte de production. Je vous donne 3 idées de cette deuxième liste. Première idée, le casting. On filme le doudou seul, posé sur une table comme un acteur en audition. Une voix off l'interroge, ton nom. Depuis combien de temps tu travailles avec elle? Le doudou ne répond pas, évidemment. Et à la fin, une seule phrase, envoyer sa photo, on s'occupe du reste. Aucun visage d'enfant, aucun délai promis, un objet parfaitement productible en intelligence artificielle, et surtout le doudou traité comme un personnage qui est très exactement la promesse du produit. Deuxième idée, l'atelier. Des mains qui travaillent, des planches d'essai, des retouches, du papier. Jamais un écran d'ordinateur, une seule phrase. Ici, personne n'appuie sur un bouton. Celle-là sort tout droit de l'interdit sur les délais et du récit artisanal. Troisième idée, le portrait de famille. Un mur de portraits d'ancêtres très sérieux, dans leur cadre doré, et au bout de la rangée, le doudou peint dans le même style, dans le même cadre. Pas un mot, juste envoyer sa photo. Vous voyez ce qui s'est passé? Aucune de ces 3 idées ne pouvait sortir de la première liste. Pas parce que la machine était moins inspirée, mais parce qu'elle ne savait pas qu'il était interdit de montrer un enfant. Elle ne savait pas que la promesse de rapidité avait été retirée du discours. Elle ne savait pas qu'on ne pouvait pas tourner. Ce ne sont pas des idées plus créatives. Alors là, pas du tout. Ce sont juste des idées informées. Et je veux être honnête sur un point, parce que je ne veux pas vous vendre une guerre d'outils. Ce n'est pas la démonstration qu'un outil est meilleur qu'un autre. Prenez ces 2 pages, collez-les dans la version gratuite au début, celle sans compte et sans mémoire, et vous ferez un bon comparable. Faites l'essai, vous verrez. Ce que mon environnement de production m'apporte en plus, ce n'est pas l'intelligence. C'est 3 choses. La mémoire, je ne recolle rien, jamais. La continuité, il sait ce qu'on a essayé la dernière fois et ce qu'on en a conclu. Et la discipline. Les règles vivent dans des fichiers, pas dans ma tête au moment où je tape. Donc, je ne peux pas les oublier un jour de fatigue. Retenez la hiérarchie. C'est peut-être la leçon la plus rentable de cette vidéo. Le contexte compte plus que le prompt, et le prompt compte plus que l'outil. La prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il a trouvé l'outil, qui a des idées, posez-lui une seule question. Qu'est-ce que tu lui as fait manger? J'ai l'impression que j'ai tourné cette vidéo sur 4 saisons différentes. Maintenant, le moment que personne ne raconte, celui où ça ne marche plus. Vous avez fait tout ce que je viens de décrire, le contexte est bon, les provocations sont sorties, et pourtant la séance s'enlise. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive encore. Il y a 3 symptômes et vous devez apprendre à les reconnaître vite. Premier symptôme, elle se répète en changeant les mots. La même idée revient, habillée autrement, 3 fois de suite. Deuxième symptôme, dès que vous poussez, elle revient au consensus, à la version rassurante, à ce qui ne dérange personne. Le troisième symptôme, elle vous félicite à chaque relance. La politesse statistique. 3 manœuvres pour réanimer dans cet ordre. Manœuvre 1, changer de niveau.
Arrêtez de demander des idées de campagne et remontez d'un cran vers l'humain. Qu'est-ce qu'un parent n'avouerait jamais à propos des cadeaux qu'il offre? Qu'est-ce qui se joue vraiment pour lui dans ce moment-là? Vous ne cherchez plus des idées, vous cherchez de la matière. Les idées reviendront après, elles seront meilleures. Manœuvre 2, changer de matière. Une machine qui tourne en rond est presque toujours une machine à qui vous ne donnez plus rien de neuf. Injectez quelque chose qui ne vient pas de la publicité. Un article, 3 verbatims que vous n'aviez pas encore collés, un extrait de livre, une scène de film. La nouveauté ne vient pas de la machine, elle vient de ce que vous lui apportez. Manœuvre 3, changer d'interlocuteur. Ouvrez une conversation neuve avec le même contexte, parce qu'une conversation s'encrasse. Chaque réponse devient le contexte de la suivante, et au bout d'un moment, la machine s'imite elle-même. Repartir de zéro avec les mêmes fichiers, ce n'est pas perdre son travail, c'est retrouver un partenaire frais. Et il y a une 4e manœuvre, la plus difficile, c'est arrêter. Fermez l'écran. Aller marcher, conduire, dormir. Je vous ai raconté tout à l'heure d'où m'est venu le meilleur concept de ma carrière. Ce n'était pas devant un écran, c'était au volant à 9h du matin après une nuit ratée. La machine ne remplace pas ce moment-là. Elle vous donne juste beaucoup plus de matière à emporter avec vous quand vous partez marcher. 30 idées, ce n'est pas un résultat, c'est un problème. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent ou pire, choisissent la 3e parce qu'elle est bien écrite. Le tri se fait en 4 passages et l'ordre compte. On élimine avec les filtres les moins chers d'abord. Filtre 1, la productibilité. Est-ce que je peux la fabriquer avec les moyens réels? Mon budget réel, mes délais réels. Avec mon client qui a créé un jeu vidéo, ce seul filtre élimine à peu près la moitié de la liste. Ce n'est pas triste, c'est sain. Une idée que vous ne pouvez pas produire n'est pas une idée, c'est un regret. Filtre 2, la fidélité. Est-ce qu'elle respecte les interdits et l'ADN? J'ai un test simple pour ça. Masquer le nom de la marque et montrer l'idée à quelqu'un. S'il ne peut pas deviner de quelle marque il s'agit, elle n'est pas fidèle. Elle est juste jolie. Filtre 3, la différenciation. Est-ce que le concurrent principal pourrait signer cette idée demain matin sans changer une virgule? Si la réponse est oui, à la poubelle. Même si vous l'aimez, surtout si vous l'aimez. Filtre 4, la mémorabilité. Fermez le fichier. Attendez le lendemain. Racontez l'idée à quelqu'un en une phrase sans relire vos notes. Si vous n'y arrivez pas, personne ne s'en souviendra non plus. Une idée qui a besoin d'un document pour exister est une idée morte. À la fin, il ne reste souvent que 2 ou 3 candidates. Et là, je vais vous donner mon critère personnel, celui que j'ai mis des années à assumer. Ne cherchez pas la meilleure idée, cherchez celle que vous saurez défendre. Parce qu'une idée, ça se pitch, ça se vend, ça se produit, ça se corrige à 2h du matin. Celle que vous saurez défendre ira jusqu'au bout. La meilleure sur le papier mourra en réunion. Je vous l'assure. 2 règles pour finir. Ne fusionnez pas 3 idées en une. Ce n'est pas une grande idée, c'est un bouilli qui ne raconte plus rien. Et ne jetez jamais les rejetés. Elles vont dans un fichier avec la raison du rejet. Elles reviendront pour un autre client ou pour un autre moment de ce client-là. Vous remarquerez que je ne vous ai pas dit comment savoir si une idée est belle. Ça s'appelle le goût et c'est un autre sujet entier. Je vous le dois et il est dans ma liste. Vous avez peut-être remarqué quelque chose dans ce que je viens de vous décrire. Je n'ai pas recollé mon brief ni ma fiche client dans la conversation. Elles étaient déjà là dans des fichiers. C'est la dernière étape. Et c'est elle qui transforme une méthode en système. Parce qu'une conversation, ça s'oublie. Si vous repartez de zéro à chaque fois, votre brainstorming de dans 6 mois sera exactement aussi bon qu'aujourd'hui, pas meilleur. 4 briques. Et là, écoutez-moi bien. Notez s'il le faut. Brique 1, le dossier de contexte.
vos 2 pages, le débrief décomposé et la fiche client, plus l'ADN et les interdits, ne vivent pas dans une conversation. Elles vivent dans des fichiers que vous donnez à la machine au début de chaque session. Écrit une fois, utilisé 100 fois. Brique 2, la bibliothèque de référence. Un fichier où vous collectionnez les campagnes, les contenus, les images que vous admirez, chacune avec une ligne. Pourquoi c'est bon? Et sans miroir. Ce que vous détestez et pourquoi. Quand vous donnez cette bibliothèque à la machine, quelque chose de profond se produit. Elle arrête de brainstormer avec la culture moyenne d'Internet et se met à brainstormer avec la vôtre, vos goûts, vos maîtres, vos dégoûts. C'est la différence entre un stagiaire qui sort de l'école et un stagiaire qui a passé 1 an à vos côtés. Brique 3, les instructions par tâche. Vous ne réexpliquez pas votre méthode à chaque fois. Vous l'écrivez une fois proprement. Une instruction pour l'idéation, une pour les accroches, une pour les scripts. Dedans, le rôle, les règles du sparring, vos provocations préférées, le format de sortie. Chaque instruction est un mode d'emploi que la machine relie avant de travailler. Vous n'avez plus des prompts, vous avez des postes de travail. Brique 4, la plus importante, la boucle d'amélioration. À la fin de chaque session, 2 minutes, pas plus. Qu'est-ce qui a produit les meilleures idées? Ça va dans les instructions. Qu'est-ce qui est reparti dans du générique? Ça va dans les interdits. Quelle référence a débloqué la séance? Ça va dans la bibliothèque. 2 minutes d'écriture et voilà ce qui se passe. Un brainstorming classique s'évapore, le vôtre capitalise. Votre système de mars est meilleur que votre système de janvier, sans que vous ayez changé d'outil. Il s'améliore parce qu'il se souvient. C'est exactement comme ça que je travaille. Chaque campagne enrichit les fichiers de la suivante. Avec mon client de jeux vidéo, chaque vague a son journal. Ce qu'on a lancé, ce qu'on a mesuré créa par créa, ce qu'on a coupé, ce qu'on a réajusté et pourquoi. Ce journal ne dort pas dans un dossier de reporting. Il repart dans les fichiers de contexte et le brainstorming suivant commence avec ça. C'est la différence entre 9 mois d'expérience et le même mois répété 9 fois. Et si vous devez retenir qu'une brique de ces 4, retenez celle-là. 2 minutes à la fin de chaque séance, c'est le seul effort qui compose. Je vous ai promis la fin de mon histoire de ghostwriting, la voilà. Ce qui a tout changé, ce n'est pas un meilleur outil. Quand les premiers plugins sont sortis sur ChatGPT, puis les assistants personnalisés, ce qu'on appelle les GPTs, j'ai fait une chose simple. J'ai donné à la machine les discours de mon directeur général, sa terminologie, sa façon de tourner ses phrases, ses objectifs personnels et ceux de l'entreprise. Autrement dit, je lui ai construit un dossier de contexte avant même de savoir que ça portait un nom. À partir de ce jour-là, mes propositions de ghostwriting sont passées au feu vert à chaque fois. La machine n'avait pas changé. Elle avait enfin de quoi travailler. Un mot d'honnêteté avant de refermer cette étape. Ce système ne garantit pas le succès. Le marketing, c'est du test and learn. Si une accroche, une image ou un bouton ne fonctionne pas, on le change. Et on le change proprement. Ça s'appelle de l'A/B testing. 2 versions en même temps, identiques, sauf sur un seul élément. Et les chiffres tranchent. Une seule variable à la fois. Sinon, vous ne saurez jamais ce qui a produit l'écart. Et si les 2 échouent, ce n'est plus la créa qu'il faut revoir. C'est l'offre. Parfois, le produit même. Je vous le dis franchement, je n'ai pas réussi toutes les campagnes sur lesquelles j'ai travaillé. Personne ne les réussit toutes. Ce qui sépare ceux qui progressent des autres, c'est ceux qui font de l'échec une conclusion, une leçon écrite quelque part. Une idée qui rate et qu'on comprend vaut mieux qu'une idée qui marche par accident. Ce que je viens de vous décrire, décomposer, comprendre, prompter, capitaliser, c'est mon métier au quotidien. Je suis Anis, fondateur de Putaclic AI. J'ai poussé cette logique jusqu'au bout. J'ai développé une machine de création de contenu
construite exactement sur ces 4 briques. On installe une fois l'ADN de votre marque, vos fichiers de contexte en quelque sorte, avec vos références et vos interdits. Ensuite, elle trouve des idées et elle produit à votre perception, pas avec la moyenne du secteur. Elle est personnalisable pour n'importe quelle entreprise. Si vous voulez voir ce que ça donnerait pour la vôtre, on peut en parler de vive voix. Un lien de prise de rendez-vous est en description. C'est une conversation, pas un engagement. Je veux revenir sur la deuxième brique parce que c'est celle qui change le plus de choses et c'est celle que tout le monde saute, la bibliothèque de référence. Ce que vous y mettez d'abord, pas seulement de la publicité, des campagnes, oui, mais aussi des films, des scènes précises, des accroches de presse, des pochettes de disques, des objets, des désaventures de magasins, tout ce qui un jour vous a fait dire « ça, c'est juste ». Ensuite, la règle qui fait toute la différence. Chaque entrée porte une ligne, et cette ligne doit décrire un mécanisme, pas une émotion. C'est beau, ne sert à rien, ni à vous, ni à la machine. La révélation arrive après un point culminant, donc quand la reçoit sans défense, ça sert. On ne voit jamais le produit, seulement l'effet qu'il produit sur les gens, ça sert aussi. Vous n'archivez pas ce que vous aimez, vous archivez pourquoi ça marche. Et sans miroir, que presque personne ne tient, le fichier de ce que vous détestez avec la même exigence. Les dégoûts trient plus vite que les goûts. C'est de là que sortent vos interdits. Et les interdits sont ce qui rend votre marque reconnaissable. Comment on la donne à la machine ? Pas en vrac, par tâche. Quand je cherche des accroches, je lui donne mes 20 meilleures accroches à noter, pas ma bibliothèque entière. Une bibliothèque, ça se cite, ça ne se déverse pas. Et voilà ce qui se produit alors. La machine arrête de brainstormer avec la culture moyenne d'Internet et se met à brainstormer avec la vôtre. Vos maîtres, vos manies, vos refus. C'est la différence entre un stagiaire qui sort de l'école et un stagiaire qui a passé un an à vos côtés. Le rythme maintenant, parce que c'est ce qui décide si vous le ferez vraiment. 5 minutes par semaine, une entrée, quand quelque chose vous frappe avec sa ligne de mécanisme. 10 entrées par mois. Au bout d'un an, vous avez 120 références à noter que personne ne peut copier parce qu'elles sont le produit de votre regard. Un dernier mot et il boucle avec mon histoire de tout à l'heure. Ce jour-là dans la voiture, ce qui est remonté, c'est une scène de délicatessen que j'avais vue des années plus tôt et que j'avais aimée sans savoir pourquoi. Voilà ce que ça fait une bibliothèque. Elle rend disponible un bon moment ce que vous avez aimé un jour. Elle ne vous donne pas du goût, elle vous rend le vôtre utilisable. Avant de vous parler des limites, je vais vous montrer une dernière chose, et c'est la plus honnête que je puisse vous montrer. Le brainstorming qui a produit la vidéo que vous êtes en train de regarder. Parce que tout ce que je viens de vous décrire, je ne l'ai pas seulement appliqué à des campagnes clients, je l'ai appliqué à ça, à ce script. D'abord le contexte, évidemment. Je n'ai pas ouvert une conversation vierge en tapant « Écris-moi une vidéo sur le brainstorming ». Cette chaîne a des fichiers, ma façon de parler, ce que je m'interdis, à qui je m'adresse, ce qu'ont donné les vidéos précédentes, ce que j'ai appris à chaque tournage. La séance ne commence jamais à zéro. Ensuite, le point le plus important, et c'est exactement la règle numéro 1 que je vous ai donnée, la première version du script était correcte, propre, sans âme. Alors je n'ai pas demandé mieux. J'ai demandé une critique sévère de ce qui venait d'être écrit. Et ce qui est remonté, ce sont des défauts que je n'avais pas vus, que toutes les parties historiques ne contenaient pas un seul moment vécu, qu'il y avait 7 minutes d'affilée sans rien à regarder, que 2 passages se contredisaient. Une machine à qui vous demandez de vous plaire vous complimente. Une machine à qui vous demandez de démonter son propre travail, elle le démente et elle le fait bien. Troisième mouvement, j'ai refusé l'exemple inventé. La première version démontrait la méthode sur une marque de café fictive. J'ai dit non, on prend un vrai client avec ses vrais interdits et ses vraies contraintes. Vous avez entendu la différence tout à l'heure. Quatrième mouvement, j'ai corrigé ces erreurs et surtout, j'ai fait écrire les corrections dans les fichiers. À un moment, elle a affirmé une chose fausse sur mon travail de montage. Je l'ai reprise,
Cette correction est maintenant dans le contexte du projet noir sur blanc. Elle ne reviendra plus jamais. C'est ça la boucle dont je vous parlais. 5e mouvement, et c'est celui qui m'a le plus surpris, la correction est allée dans les deux sens. Quand je lui ai raconté ma nuit avant la présentation, j'ai dit que Delicatessen était un film suédois. C'est un film français. Elle me l'a signalé avant que je le dise devant vous. Un bon sparring partner rend les coups, y compris à celui qui dirige la séance. 6e mouvement, j'ai tranché contre son avis. Elle m'a recommandé de couper, de resserrer, même de scinder cette vidéo en deux. Ses arguments étaient bons. J'ai dit non. Si la valeur est là, on allonge et on tourne même sur plusieurs jours. Vous êtes en train de regarder le résultat en ce désaccord. 7e mouvement, j'ai posé une contrainte et toutes les propositions ont changé d'un coup. Le jour où j'ai dit que je ne voulais rien dépenser en production d'images, on est passé d'un plan de production somptueux à un plan gratuit, fabriqué autrement avec les moyens du bord. La contrainte, encore, Perec n'est jamais loin. Et puis, ce n'est pas vrai, parce que toutes les images et les animations que vous voyez sont payantes, alors que ma chaîne YouTube ne me ramène rien. Et le dernier point, celui qu'aucune machine ne pouvait avoir à ma place, l'intuition. J'avais remarqué que ma première vidéo avait été mieux reçue que la deuxième, et je pensais que ça venait de la manière dont elle commençait. Je lui ai demandé de vérifier, elle est allée relire les 3 scripts, et elle m'a donné raison. Preuve à l'appui, celle qui marchait le mieux ouvrait avec un souvenir. L'autre, non. C'est exactement pour ça que cette vidéo commence par une nuit dans une voiture. Alors soyons clairs sur ce que vous venez de regarder pendant 1 heure. Cette vidéo n'a pas été écrite par une intelligence artificielle. Elle n'a pas été écrite sans elle non plus. Elle a été écrite dans un aller-retour entre quelqu'un qui apporte le contexte, les souvenirs, les refus, les décisions et les références, et quelque chose qui apporte la vitesse, la mémoire et la contradiction. À aucun moment elle n'a décidé, et c'est exactement la place que je lui donne. Je vous ai donné une méthode complète et je vous ai montré ce qu'elle produit. Il me reste à vous dire où elle casse, parce que je n'ai pas envie que vous découvriez ça tout seul un jour de livraison. Première limite, la plus dangereuse, les références inventées. Demandez à une IA des exemples de campagne et elle vous en citera d'excellentes avec l'agence, l'année et le résultat. Certaines n'ont jamais existé. C'est le beau menteur dont je vous parlais en ouverture. Ma règle est absolue. Toute référence, tout chiffre, toute citation qui sort d'une machine se vérifie avant d'être dit ou montré. Cette vidéo elle-même a été construite comme ça, source par source. Et si je me suis trompé quelque part, dites-le moi en commentaire, je corrigerai. Deuxième limite, la pente du consensus. Elle est entraînée sur la moyenne, donc elle y revient toujours. Vous pouvez la provoquer, la contraindre, l'attaquer, mais dès que vous relâchez, elle relisse. La provocation n'est pas une étape, c'est une pression qu'on maintient. Troisième limite, les idées superbes et improductibles. La machine ne connaît ni votre budget, ni votre calendrier. Elle vous proposera un dispositif magnifique en 8 volets, alors que vous avez 2 semaines et personne pour le faire. C'est pour ça que la contrainte de production entre dans le brief et non pas à la fin. Quatrième limite, et c'est la plus sous-estimée, elle ne sait pas ce qui a marché chez vous. Elle n'a pas vos chiffres, pas vos retours clients, pas la tête que faisait votre client en réunion, sans seul accès à votre réalité, c'est ce que vous écrivez dans vos fichiers. Une machine bien nourrie est une machine à qui quelqu'un a pris le temps de raconter. Cinquième limite, et c'est celle qui m'a le plus appris, elle exécute une intention. Elle n'en a pas. Pendant mes années d'agence, je passais beaucoup de temps en studio d'enregistrement pour des spots radio et des voix off de films publicitaires. J'y ai pris une habitude qui a fait sourire pas mal de monde. Pour moi,
L'ingé son n'est pas un exécutant, c'est un créatif. Le comédien non plus. Quand il entre en cabine, il a le droit d'arriver avec un jeu que je n'avais pas prévu. Et souvent, ce jeu-là est meilleur que ce que j'avais en tête. Alors, je le laisse faire. Je n'interviens que quand ça bloque. Et là, je fais le clown, je prends le micro, je surjoue, je casse ma voix, je cherche l'intonation et le rythme jusqu'à ce qu'on tombe dessus ensemble. On fait de la publicité, il faut bien attraper l'attention de quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose avec les voix de synthèse. J'utilise ce qui est à mon avis le meilleur outil du marché en ce moment, Eleven Labs. Je colle mon texte, j'écris les intentions entre accolades, ton complice, sourire dans la voix, un léger doute ici, on accélère là. Et ça ne prend pas. La lecture est propre, elle est juste, mais elle n'est pas vivante. Je peux briefer aussi précisément que je veux, la machine ne proposera jamais l'intention que le comédien apporterait tout seul, gratuitement, parce qu'il avait compris de quoi on parlait. Alors je refais le clown, j'enregistre ma propre voix avec mon jeu, mes hésitations, mes accélérations, et je lui fais porter ensuite le timbre que j'ai choisi. Ce n'est plus la machine qui joue, c'est moi qui joue, et la machine prête sa voix. Voilà la nuance que je veux que vous emportiez. Elle ne contredit rien de ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. La machine est un partenaire extraordinaire pour produire de la matière, de la quantité, des angles, des croisements, de la mémoire. Elle est nulle pour avoir une intention. Or, une bonne idée, une bonne voix, une bonne publicité, c'est d'abord une intention. Souvenez-vous de Larry Holmes. Le sparring partner vous rend vos coups. Il ne décide pas du combat. Retenez donc ceci, et ça vaut pour tout ce que vous produisez avec ces outils. Bien briefer une machine ne garantit pas un bon résultat. Ça garantit un résultat conforme. Ce n'est pas la même chose. Et la dernière limite, celle qui compte vraiment, elle propose, elle ne signe pas. Le jour où le travail part chez le client, il n'y a qu'un nom dessus. Et ce n'est pas le sien, c'est le vôtre. La responsabilité ne se délègue pas à un outil. Et c'est très bien comme ça. C'est exactement ce qui fait de ce métier encore le nôtre. Récapitulant tout, notez si vous voulez, c'est fait pour ça. La pensée d'abord. Le brainstorming vient de la pub. Osborne et ses 4 règles. Pas de critique pendant la récolte. Les idées folles sont les bienvenues. La quantité d'abord et en combine. La science a ajouté un correctif. Seul, on produit 2 fois plus qu'en groupe. Et les grands créatifs provoquent leurs idées par l'absurdité, le hasard et la contrainte. L'IA réunit tout ça. Un brainstorming seul avec un répondant qu'on provoque. La pratique ensuite. 4 étapes. Décomposer le brief. Le déclarer contre le réel. Les faits contre les opinions. Le non-dit. Puis les 5 questions. Comprendre le client. Le lire ses clients, lire son secteur, capturer sa perception. Prompter. Le prompt en 5 pièces. Les 3 règles du sparring. Les provocations. Et le workflow. Contexte, référence, instruction et la boucle qui fait qu'il s'améliore tout seul. Plus les 3 réflexes qui viennent avec. Réanimer une séance qui s'enlise, trier en 4 filtres et nourrir la bibliothèque 5 minutes par semaine. Votre chantier de la semaine tient en 1 heure, 20 minutes pour décomposer un vrai brief en 1 page, 20 minutes d'immersion client en commençant par les avis 1 étoile et 5 étoiles, 20 minutes de sparring avec 2 provocations et à la fin, créez vos 3 fichiers, le contexte, les références, les instructions en y notant 2 lignes sur ce qui a marché. Votre système est né, il ne demande qu'à apprendre. Tout le protocole est mis en propre dans un document gratuit, les 3 cribles, les 5 questions, la fiche client, le prompt en 5 pièces, les provocations et la boucle.
Le lien est en description avec l'inscription à ma newsletter. Ce que ces années m'ont appris, au fond, dépasse le brainstorming. On ne progresse pas au contact de ce qui nous approuve. On progresse au contact de ce qui nous répand. J'ai longtemps cherché des validations, des gens qui me disent que c'était bien. Et avec le recul, les moments qui m'ont vraiment fait avancer, ce sont ceux où quelqu'un ou quelque chose m'a renvoyé mes coups. Choisir ses partenaires d'entraînement, au fond, c'est choisir qui en devient. Je vous laisse cette pensée. Faites-en ce que vous voulez. Attention, la prochaine fois, je vous ouvre ma machine, l'architecture complète d'un système de création de contenu vu de l'intérieur. C'est une vidéo que je prépare depuis longtemps et je crois qu'elle vous plaira. D'ici là, dites-moi en commentaire si ce format en 2 parties, la pensée puis la pratique, vous convient. C'est votre avis qui décidera de la suite. Si cette vidéo vous a été utile, un abonnement encourage sincèrement une chaîne qui débute. Et si vous voulez qu'on parle de votre marque, le lien est en description. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et méfiez-vous des partenaires trop aimables. À très vite.